Ce qu'on est en train de discuter, finalement, c'est la tension entre le privé et le public. Alors, comment le numérique attise cette tension-là ces années-ci? Mais en même temps, avec un regard socio-historique important et aussi avec des préoccupations très, très contemporaines. Et mon collègue était un des premiers présentateurs et je lui laisse la parole là-dessus. La question du numérique ne peut pas être seulement considérée sous l'angle de la pédagogie et des activités d'apprentissage organisées par les enseignants pour les élèves ou les éducateurs, ou quel que soit le contexte. Le numérique s'inscrit dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus sociétale et avec une dimension économique forte. Alors, moi, c'est de cette façon-là que j'ai compris l'atelier, c'est comment articuler ou comment s'articule cette dimension très microscopique de ce qui se passe quand on apprend avec le numérique et de la place que ces questions-là trouvent dans une société totalement transformée par le numérique et en particulier avec cette question de cette dimension économique. Particulièrement sur la dimension économique de tout ça. Alors, qui gagne quoi à faire quoi? Alors, il y a des éléments de dissensus là-dessus. Il y a des éléments de dissensus aussi au niveau de comment on formule toute la problématique. On semble davantage se rejoindre en disant qu'il faut circonscrire le tout autour des usages, mais encore là, il y aura des actions très, très différentes menées par le public et par le privé par rapport à cela. Alors, ceci étant dit, on aurait certaines possibilités d'arriver vers un consensus là, si on pense le 17 novembre. Mais pour le moment, nous sommes en train d'entrer de manière plus pointue sur ces dissensus et la prochaine heure est particulièrement critique par rapport à ça. Alors moi, il me semble qu'il n'y a pas véritablement de dissensus entre les participants à l'atelier. C'est-à-dire que nos points de vue sont relativement convergents. En fait, ce qui se passe dans notre discussion, c'est que l'on voit le dissensus qui existe entre les différents acteurs publics et privés, bien en dehors de notre atelier, sur les questions du numérique pour les apprentissages et dans l'éducation. C'est-à-dire que on a une discussion très intéressante sur le numérique vu du côté de l'élève et de l'enseignant et le numérique vu du côté des petites, grandes, moyennes ou immenses entreprises internationales du domaine. Et il nous apparaît totalement comme une évidence que les intérêts des uns et des autres sont extrêmement différents et que la question pour résoudre ce dissensus est comment ces intérêts différents peuvent converger pour des finalités partagées. La notion de client, elle est toujours très, très difficile avec les acteurs de l'éducation. Alors, dans le cas présent, client avisé avec le numérique, bien là, on ouvre sur, là encore, les usages des uns et des autres, et comment il faudrait faire pour que ce client-là soit mieux avisé. Bien, il en va aussi de notre conception du client, et il en va également de comment notre propre action d'intervention auprès de ce client. Finalement, la question est qui décide de quoi? Est-ce qu'on a affaire à un client qui décide des produits, des équipements, des ressources qu'il va utiliser, le client étant ici tout au bout de la chaîne, celui qui décide de l'action éducative, ou bien est-ce que c'est un mauvais client, entre guillemets mauvais, c'est-à-dire celui qui va acheter ce dont il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas su exprimer son besoin et qu'il n'a pas su exprimer suffisamment fort son besoin pour que le marché lui propose exactement des services et des équipements dont il a l'utilité. Je vais me limiter au Québec parce que sur les grands enjeux, j'oserais dire, ils sont internationaux. Mais au Québec, par exemple, nos manuels scolaires, on peut considérer que ce sont des entreprises privées qui les produisent, mais avec une grande complicité du ministère de l'Éducation. Par contre, vous avez ici, en France, une habitude d'inclure comme partenaires des boîtes privées dans le développement des projets pédagogiques. Ce qui est vu au Québec comme étant toujours suspect, d'une certaine manière. Bon, la question qui est posée, en fait, est la place des chercheurs dans la société. De façon générale, la place qu'ils souhaitent avoir, celle qu'on leur donne, et celle, au fond, qui est construite pour eux. Alors, elle se pose de multiples façons, cette question-là,
Et elle se pose en particulier avec des structures ou des dynamiques comme la Ligue. Alors moi, à titre très personnel, parce que la réponse est personnelle, je pense que personne n'a la solution à nos problèmes seul. Qu'en plus, ces problèmes ont une très forte dimension citoyenne qui ne peut être portée que par des structures, pas que par la Ligue, mais que par des structures comme la Ligue. Et donc travailler avec eux et donc avec vous, moi, me semble très très important. Moi, j'ai tendance à prendre une posture de plus en plus activiste par rapport à cela. Je vois arriver le numérique, c'est une déferlante, mais aussi dans le sens qu'on crée une technologie après l'autre et que ça peut mobiliser beaucoup l'attention des éducateurs, qu'ils soient à l'intérieur d'une classe ou à l'extérieur de la classe. Et qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les usages. Et ça pose toute la question des technologies grand public, que j'appelle, et les technologies qui sont davantage spécialisées, qui prennent davantage en considération les résultats de la recherche. Alors, pour le moment, on est dans une transition là, dont l'avenir est inconnu par rapport à cela. Il envoie des questions d'accès. Alors, les outils grand public sont facilement accessibles. Comme jadis, une feuille de papier, on demeure avec les feuilles de papier quand même. Ça a été très, très important dans l'éducation. Maintenant, du côté du numérique, qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là? Est-ce qu'on va s'en tenir à des technologies grand public? Et Google est un bon exemple de ça, Microsoft est un bon exemple de cela. Mais en même temps, on a plein de belles technologies développées sur des principes, par exemple, de sciences cognitives, qui ne font que passer ou qui sont d'utilisation très restreinte dans les circuits des chercheurs avec quelques praticiens. Alors, il y a là un problème de fond pour moi, pour le futur là, des sciences d'éducation.